Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'émission Afrique Politique. Afrique Politique, c'est cette émission qui se veut être la voix du continent. Aujourd'hui, nous allons aborder deux sujets brûlants de l'actualité. Il s'agit de la fermeture prolongée de la frontière entre le Bénin et le Niger, et surtout avec la récente sortie du président Abdourahmane Tiani. En dehors de ça, nous allons aborder la décision de suspension des visas à délivrer aux Africains et surtout aux étrangers, je dirais. Mais pour débattre de ces deux sujets, j'ai deux personnalités qui sont sur ce plateau et qui ne sont pas des moindres. À ma droite, j'ai M. Juste Agnoro. Juste Agnoro, il est philosophe, analyste politique. M. Juste Agnoro, merci d'être présent sur ce plateau. Oui, bonjour Akilo. En face de vous, j'ai Gracien Makoko, qui est juriste et consultant international, constitutionnel, je dirais. Merci monsieur Akilo. Merci d'avoir accepté le débat de ces sujets. Nous allons démarrer avec le premier sujet qui est la crise Bénin-Niger avec la fermeture prolongée de la frontière et ses conséquences politiques et économiques. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de la récente sortie du président Abdourahmane Tiani qui a décidé de toujours prolonger cette fermeture de la frontière Bénin-Niger alors que le Bénin a décidé d'ouvrir de son côté la frontière? Monsieur Jussanoro, qu'est-ce que vous pensez de cette récente sortie de M. Tiani? Oui, la surprise ne fait que s'accroître par rapport au général Tiani. Nous savons que le Bénin a fait des efforts colossaux afin que les frontières soient rouvertes parce que nous croyons en l'intégration africaine. Pour nous, il est important que la coopération, la collaboration prime sur la compétition ruineuse. Et c'est pour ça que nous travaillons pour que le Bénin soit véritablement le lieu où tous les Africains se retrouvent. Et déjà, la suppression des visas pour tous les Africains, donc pour les Nigériens, le prouve à suffisance. Aujourd'hui, nous continuons de durcir les murs de nos enclos coloniaux. Et ça, c'est un dommage cuisant. Et nous voyons que le général Tiani fait beaucoup de sorties. Il y a une surenchère médiatique par rapport à la question des frontières. Et je ne vais pas répéter chinois Achebe qui dit qu'on n'a rien à craindre de celui qui crie. Alors, nous voyons que le général répète tout le temps que la frontière va rester fermée, alors que le Bénin, après avoir appliqué les sanctions qui sont liées à la CEDEAO, puisque nous appartenons à une organisation, ça veut dire que nous sommes dans le respect scrupuleux de ce que l'organisation prescrit. Mais après, il y a eu des gels. Nous avons compris que nous devons renouer les relations avec le Niger, mais le Niger continue de s'entêter dans le durcissement de sa position. C'est particulièrement étrange. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que nous allons continuer d'utiliser la voie diplomatique pour pouvoir permettre la réouverture des frontières parce qu'il s'agit d'unir nos peuples. Et les Nigériens sont nombreux ici au Bénin. Et ils travaillent, et je félicite les peuples nigériens et béninois par rapport à la cohésion qui demeure, malgré la fermeture des frontières. Quand moi, j'étais à Niamey, j'étais très content de voir mes sœurs Lokpa et mes frères Lokpa, qui sont dans la maçonnerie, qui gèrent des hôtels à Niamey, mes sœurs qui vendent à Niamey. Je voudrais que nous puissions garder cette fraternité-là. Et il faudrait que les hommes politiques puissent nous aider à garder cette fraternité. Le Bénin a déjà fait un pas significatif. Nous voulons que le Niger puisse emboîter le pas. Il y a des arguments qui sont avancés. On parle de troupes françaises, on parlait de bases militaires. Mais nous savons, quand il y a une base militaire, il y a des données qu'on ne retrouve pas du tout. Mais on parle de troupes françaises aujourd'hui. Nous avons une coopération militaire avec des pays que nous choisissons. Et le ministre des Affaires étrangères en a parlé. Nous n'allons pas, on ne va pas nous imposer la coopération que nous devons avoir pour pouvoir faire face aux défis sécuritaires. Alors, nous avons nos choix, nous devons assumer ces choix-là. Il faudrait donc que nous puissions travailler à la coopération transnationale. Et c'est ce que le Niger nous refuse, c'est ce que le Burkina Faso nous refuse. Et nous voyons que voilà, le terrorisme fait rage. Et ça, c'est vraiment dommage. Monsieur Makoko, Monsieur Juste Agnoro disait que ce sont les mêmes accusations que le président Tiani répète chaque fois. Est-ce que cela ne veut pas dire que c'est parce que les trucs sont avérés qu'ils continuent de tenir ce discours-là, puisqu'ils ne changent pas?
Ça devient comme un disque rayé, mais pourtant c'est là toujours. Non, ce que je voudrais quand même qu'on observe, c'est que déjà dans l'opinion publique nationale, dans l'opinion publique internationale, vous avez dû constater avec moi que ces sorties du général Tiani du Niger suscitent de moins en moins d'engouement. Parce que au départ, quand ça a commencé, ça faisait beaucoup crier. Il y avait beaucoup de tollé, beaucoup de buzz. Et les gens vraiment s'entre-déchiraient. Les Béninois même, on prenait la défense du Niger parce que, comme l'a dit mon vis-à-vis, nous sommes des peuples frères. Mais vous constatez avec moi que après cette dernière sortie du président Tiani, c'est un peu comme si personne n'a parlé. Un peu comme si personne n'a parlé. Même dans les groupes WhatsApp, sur les réseaux sociaux, vous constatez qu'il y a une accalmie totale malgré tout cela. Alors, je voudrais qu'on s'interroge se pose la question de savoir pourquoi le président Tiani ou le général Tiani parle encore. Quelle est l'opportunité de sa sortie? Pourquoi il sort encore à nouveau sur les mêmes questions en fournissant les mêmes arguments, en restant dans le même narratif? Parce que si on ne s'interroge pas comme ça, on ne va pas comprendre les réelles motivations de ces sorties. Je vais vous expliquer. En réalité, le Niger est un pays qui place le général Tiani et son gouvernement sur la braise. Le général Tiani est sur la braise. C'est lui qui a éprouvé la nécessité, le besoin de sortir pour aller s'exprimer. Et si un homme politique de ce rang, à ce niveau de l'État, sort pour s'exprimer, c'est forcément parce que il veut faire comprendre, c'est forcément parce qu'il veut convaincre. Mais qui veut-il convaincre? Il veut convaincre le peuple nigérien qui est placé sous étau, l'étau de l'insécurité, à cause des frappes des terroristes. Quel est l'étau? La cherté de la vie. Parce que on ne va pas l'occulter. Lorsque un transporteur nigérien transporte du sucre en prenant le trafic port de Cotonou-Niamey, le sucre coûtera moins cher que lorsqu'il prend le trafic Lomé-Niamey. Et donc, lorsque, par exemple, le transporteur nigérien avait pour coutume de dépenser dans le transport 1 million pour regagner Niamey et qu'en passant par le Togo, il doit dépenser 4 millions, vous convenez avec moi que le prix du sucre au Niger va peut-être doubler. Et quand c'est doublé, c'est que les produits, d'accord, ces produits-là deviennent de plus en plus chers. La population qui n'a pas la possibilité, quand bien même le Niger vend du pétrole aux Chinois, le Nigérien n'a pas sa bourse qui a augmenté, qui est élargie. Les gens sont toujours dans la misère, dans la paupérisation, l'incapacité financière. Ça fait que ces deux étaux entre lesquels se trouve le peuple nigérien, d'accord, l'amène à assurer une sorte de pression sur le gouvernement qui avait tout promis, qui a pensé que ses prédécesseurs ont échoué en tout, en matière de sécurité, en matière de social et tout. Quand ils sont venus, les promesses ne sont pas en train de tenir, et comment on appelle, les promesses qui ont été faites ne sont pas en train d'entrer dans leur phase de réalisation. Ça fait que le peuple impatient parce qu'il est assailli de toutes parts par l'insécurité et la cherté de la vie. Ces autorités-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? À défaut de trouver des solutions à l'insécurité, à défaut de trouver des solutions à la cherté de la vie, il faut organiser ces gens de sortie-là pour quand même bercer le peuple, pour doiter des boucs émissaires. Il faut quand même, comment on appelle, désigner des responsables de leur malheur. Et c'est dans ce cadre-là c'est pour ça que je pense que ce qui est propre au régime militaire, qui est, comment on appelle, la désinformation, pour insister, comment on appelle, il y a une expression que les gens ont l'habitude d'utiliser. Ce sont des régimes de manipulation de masse. Donc, vous convenez avec moi que ce sont ces raisons-là qui ont motivé la sortie du général Tiani. Donc, en réalité, il ne s'adressait pas aux Béninois. Il ne s'adressait pas au gouvernement du Bénin. En réalité, on doit considérer que le président Tiani est en train de s'adresser à un peuple nigérien abusé, impatient, qui a tellement de problèmes. Donc, c'est un jeu de communication. À mon sens, on ne devrait pas lui en vouloir. Si j'étais à la place du ministre des Affaires étrangères, c'est vrai, il faut intervenir pour laver l'honneur du Bénin, pour réitérer notre neutralité, notre volonté à accompagner ce pays frère. C'est vrai, mais si on devrait réfléchir en termes politiques, en termes géostratégiques, réellement, on doit savoir quand même que le général Tiani, en réalité, comme quelqu'un qui crie, c'est parce qu'il a de problèmes et puis il veut utiliser cette voie pour calmer les siens.
Monsieur Jussanyoro, lorsqu'on dit que le Bénin soutient et forme des terroristes pour déstabiliser le Niger, est-ce que c'est censé de la part d'un responsable aussi, je dirais, général? Oui, il y a cette absurdité que nous ne cessons d'entendre au niveau du Niger, mais aussi au niveau du Burkina Faso. Et ce sont des excuses. Et c'est quand on s'accuse qu'on s'excuse. Alors, ce sont des excuses qui sont en train d'être débitées pour pouvoir trouver des subterfuges par rapport à ce qui est vécu au niveau des populations. Mais je pense que le Bénin a toujours fait preuve de bonne foi. Nos autorités ont toujours offert une communication alléchante par rapport à cette situation. Ce n'est pas des jeux souterrains que nous sommes en train de faire. On leur a demandé des preuves. Et c'est avec les preuves que nous pouvons avoir une concordance par rapport à tout ce qui est affirmé au niveau du Bénin. Et jusqu'à présent, aucune preuve n'a été brandie. Et nous voyons que nous assistons simplement à des hurlements, mais au Bénin, nous travaillons à des stratégies pérennes pour pouvoir vaincre et convaincre. Et c'est cette démarche que nous nous attelons à faire. Le Bénin, quand même, a des gouvernants qui misent sur la concentration et la réflexion. Et aujourd'hui, nous n'avons pas le temps de répondre. Nous leur avons expliqué plusieurs fois le fait que nous ne pouvons pas abriter des terroristes. Et aujourd'hui, nous avons quand même la criette qui a interpellé des gens qui pourraient être soupçonnés de pouvoir ravitailler les terroristes. Alors, tous les circuits qui peuvent offrir des chances aux terroristes, nous sommes en train de saper tous ces circuits-là. Ça veut dire qu'il y a une volonté qui révèle que le Bénin ne peut pas abriter des terroristes. Nous sommes aujourd'hui soucieux de solutions coopératives, mais ces solutions ne fonctionnent pas. La coproduction de la sécurité que nous attendons, nous ne l'obtenons pas, mais notre bonne foi est toujours là. Nous sommes toujours prêts à les accueillir afin que l'hydre du terrorisme, parce que c'est vraiment un monstre, un invisible actif que nous sommes appelés tous à vaincre. C'est dans l'unité que nous allons y arriver. Mais lorsque les accusations se dirigent vers le Bénin qui n'a jamais eu d'accord, eux, ils ont connu des Français sur leur territoire et tous des Américains sur leur territoire, mais le Bénin n'a jamais connu ça. Mais aujourd'hui, on nous demande de justifier pourquoi ce qui n'existe pas est là. Alors, c'est particulièrement aberrant pour nous. Et nous félicitons les gouvernants qui font preuve de retenue, qui font preuve de sagesse par rapport à cette situation. Et petit à petit, nous allons peut-être les aider aussi à sortir de cette situation malencontreuse. Et nous sommes prêts pour l'unité par rapport à ce problème. Donc, dire que nous abritons des terroristes, c'est toujours des éléments qu'on apporte pour appuyer, comme il a dit, la manipulation des masques. Or, il y a un grand travail à faire en Afrique. Et quand le terrorisme commence encore à nous paralyser, on ne sait plus où se trouve l'urgence. Nous sommes perdus. Et dans ce cadre-là, il faut que nous trouvions ce que j'appelle notre boussole intérieure pour pouvoir trouver des stratégies idoines et vaincre cette situation qui nous accable. Donc, nous devons miser sur l'unité. Nous devons miser sur une coopération au niveau des renseignements afin de dompter cette situation. Le président Patrice Talon, lors d'une interview, nous a fait remarquer que, voilà, on attend des renseignements du Burkina Faso, on attend des renseignements du Niger, mais nous ne les obtenons pas. Or, nous devons, à des moments donnés, accéder à leur territoire pour les aider. Eux aussi pourraient accéder à notre territoire pour nous aider, mais nous ne trouvons pas cette opportunité. Mais nous restons quand même confiants. L'optimisme, nous sommes gonflés d'optimisme et nous espérons que les accusations vont finir parce que le danger est permanent et nous sommes appelés à dominer ce danger. Vous êtes en train d'aborder le danger. Voilà que ce danger-là, nous le vivons. Et bizarrement, ces terroristes viennent du Niger. Comment on peut percevoir cela? Non, en réalité, je pense que c'est l'Église qui se moque de la charité, hein, parce que les gens sont en train de dire aujourd'hui que
C'est le Bénin qui abrite et entraîne les terroristes qu'il envoie au Niger. Alors que nous, vous savez très bien qu'on n'a jamais connu ce phénomène que récemment. D'accord? Parce que, et en ce moment, les terroristes existaient des décennies avant au Niger, au Burkina Faso et ailleurs. Vous voyez, en réalité, la première conséquence que je voudrais que l'on puisse tirer de ces sorties, de ces accusations d'hébergement de terroristes au Bénin, c'est l'incapacité de l'armée du Niger ou l'incapacité du gouvernement du général Tiani à avoir un plan sécuritaire fort. Parce que lorsque l'on est armé, suffisamment aguerri, et que nous avons les armes suffisamment performantes, de qui on peut avoir peur? Et donc, si quelqu'un crie à l'ennemi, c'est parce qu'il ne compte pas sur sa capacité intrinsèque, parce qu'il ne compte pas sur son armement. Et lorsqu'il parle de la France, moi, je pense qu'il y a une sorte de mauvaise foi dans le narratif de ces militaires au pouvoir. Vous refusez les Occidentaux, mais vous ne refusez pas le luxe occidental. La fois dernière, en mai dernier, je crois que ça doit être le 24 ou le 25, le camp, il y a un camp à Tilia, dans la région de Tawa. Ce camp a été attaqué. Mais est-ce que vous savez que c'est l'Allemagne, la République fédérale d'Allemagne, qui a mis des milliards pour construire ce camp? En 2021, au moment où le président Bazoum est venu au pouvoir, est-ce que vous savez que un an après, soit en 2022, c'est le gouvernement des États-Unis qui a déboursé près de 8,5 milliards pour équiper ce camp en termes d'armement, en termes de véhicules blindés, etc. Et ce sont ces armements-là, et c'est toujours ce camp que la force conjointe de l'AES est en train d'utiliser. Ils sont en train de faire des exercices d'entraînement dans ce camp-là. Le Niger, les militaires du Niger, les militaires du Burkina Faso, les militaires du Mali. En plus de ces trois militaires-là, des militaires de ces trois pays, les militaires du Togo et du Tchad. Ce sont les 5 États qui se trouvent dans ce camp construit par les étrangers, construit par les Occidentaux, équipé par les Occidentaux. Et ces armées utilisent ces instruments de ces Occidentaux aujourd'hui et les accusent. Moi, je ne refuse pas qu'on accuse des Occidentaux. Si les Occidentaux viennent s'immiscer dans nos affaires intérieures, là, on a le droit, d'accord, en tant qu'État souverain, de s'y opposer. Mais ce n'est pas là le problème. L'accusation contre le Bénin, je disais qu'il s'agit de faux fuyants, de faux prétextes. Pourquoi? Regardez, dans l'histoire du terrorisme, combien a-t-on déjà vu des terroristes prendre par des frontières officielles pour entrer dans un État? Mais ce n'est pas la fermeture des frontières, puisque les terroristes n'avaient pas pour coutume de passer par des frontières officielles. Dans la politique de Tiani, il me semble que ça doit être comme ça. Non, mais je pense que ce n'est pas plus en matière de sécurité. Puisqu'au niveau de chaque frontière, il y a les policiers du Bénin, il y a les militaires du Bénin, il y a les douaniers du Bénin. Et de l'autre côté, les policiers du Niger, les militaires du Niger, les douaniers du Niger. Donc les terroristes, avec leurs véhicules, ils vont être soumis quand même à des contrôles de routine. Et on a vu au Mali, les terroristes n'ont jamais pris par les frontières officielles. Au Togo, les terroristes n'ont jamais pris par les frontières officielles. Même au Bénin, les terroristes n'ont jamais pris par les frontières officielles. Donc, décider de maintenir la fermeture de la frontière, je pense que la raison est ailleurs. Et mieux, depuis qu'ils ont fermé la frontière, parce que c'est le Bénin qui aurait abrité les terroristes, mais toutes les attaques à l'intérieur des États du Sahel, de l'AES, on a vu la fois dernière, Tillabéri, la région la plus concernée par le terrorisme au Niger. On a vu des djihadistes sont partis du Burkina Faso pour aller frapper au Niger. Mais est-ce que vous avez déjà vu que c'est établi que les djihadistes sont partis du Bénin pour aller attaquer le Niger? Des djihadistes sont partis du Mali pour aller frapper le Burkina Faso. On l'a vu. Mais eux, ils sont ensemble dans la fraternité, dans la confédération, avec leurs forces mutualisées, la force commune de l'AES. Mais ils n'ont même pas encore pu s'entraider entre eux. Mais les terroristes font des échanges de territoire. Ils partent du Niger pour se retrouver au Burkina Faso, du Burkina Faso pour se retrouver au Mali, et ils sont en train de frapper tous ces États-là. Mais il n'est pas encore établi que des terroristes sont partis du Bénin pour aller attaquer. Or, si le Bénin avait effectivement réellement hébergé des terroristes, les terroristes n'ont pas besoin de passer par les frontières officielles. Il y a la voie du fleuve là, il y a les forêts, les choses là, des endroits pour eux où les terroristes peuvent passer pour aller frapper. Mais malgré tout cela, on n'a pas encore vu des attaques du Niger. D'accord? L'attaque de Boni, il y a à peine un an, je pense, ce sont du Burkina Faso que les terroristes sont passés pour aller frapper le Niger. Donc, je pense que c'est un narratif militaire,
c'est un peu comme pour... mais on peut les comprendre. On peut les comprendre. Et lorsque vous voyez, par exemple, le cas de Burkina, il y a Damiba qui était au pouvoir. Il a fait seulement 8 mois, 6 jours. Le capitaine Traoré a estimé qu'il n'est pas en train de lutter contre le terrorisme. Il lui a fait un coup d'État, croyant qu'en venant, il pourra faire grand chose. Bientôt 3 ans déjà qu'il est là, mais le terrorisme est grandissant au Burkina Faso. Donc, nous sommes en train, en tant que Béninois, d'appeler nos frères du Niger. Et il ne s'agit pas des Nigériens lambda. Le gouvernement du Niger, le gouvernement du Burkina Faso, le gouvernement du Mali. Bon, le Mali n'est pas aussi trop concerné que ça, mais ces 2 États-là déjà, d'accord, de déposer. Nous, on comprend leur stratégie. On sait que c'est de la communication, mais au-delà de tout cela, ils n'ont qu'à revenir. Le Mali exploite le port de Cotonou. Le Mali exploite le port de Cotonou. Le Niger est parti. L'autre ministre des Affaires étrangères a parlé de résilience. C'est vrai, nous sommes habitués. On a déjà été habitués à la fermeture de la frontière avec le Nigeria. Les Béninois ne sont pas morts. Donc, même si les Béninois, de plus en plus dans notre subconscient, on ne se rappelle même pas que notre frontière avec le Niger, ou bien est-ce que je mens? On ne se rappelle même pas que la frontière a été fermée. Donc, pour revenir, pour ne pas conclure, c'est qu'on doit comprendre quand même que ces sorties de ces gouvernements militaires du Niger, notamment du Burkina Faso, en réalité, c'est pour sauver la face, d'accord, devant le peuple qui attend de leur régime parce qu'eux-mêmes ont miroité de promesses mirobolantes à ces peuples-là. Ils se retrouvent face à la réalité. Ils ont compris désormais que ce n'est pas les discours. C'est quand dans les casernes on dit bon, on peut faire mieux que les civils. Ils ont compris que ce n'est pas ça. Ils sont en face des réalités du terrain et ils sont soumis à d'énormes difficultés. On comprend que ce n'est pas facile d'assurer la sécurité dans un pays. Donc ils n'ont pas quand même tenu un langage de vérité envers leur population au lieu de rester là tout le temps à désigner des boucs émissaires qui n'en sont pas un. Oui, monsieur Agnoro, d'où le Bénin arrive à tirer cette force-là pour être résilient malgré la fermeture de cette frontière? Parce que le chiffre de croissance est au-delà de 7%. Oui, je pense déjà que au niveau du Bénin, il y a cette force liée à notre système démocratique. Aujourd'hui, nous voyons les présidents du Niger, le général Tiani, le capitaine Ibrahim Traoré crier haro sur le baudet parce que ils ne sont pas élus. Aujourd'hui, ce qui fait la force de notre gouvernement, du président, c'est que le président sait qu'il doit travailler pour le peuple parce que c'est le peuple qui l'a élu. Alors, il y a le fait que prendre le pouvoir par les armes devient problématique. Il faudrait asseoir la crédibilité, la complicité avec le peuple et s'engager résolument à mettre en place une sécurité qui vaille pour le bien-être des populations. Et ça, c'est un atout que nous avons au Bénin. Et aussi les expériences éduquent. Et nous avons que au Bénin, le président a dit lui-même qu'il n'a peut-être pas le talent, mais il a le talent de détecter des talents. Et nous voyons qu'on a un gouvernement qui est uni pour pouvoir défendre le pays et nous restons focus. Ce n'est pas un gouvernement qui est distrait. Il n'y a pas des sorties médiatiques pour éviter de prendre ses responsabilités. Nous voyons que nous avons un gouvernement responsable et on chante enfant du Bénin debout. Et il y a donc une spiritualité que nous portons aussi. C'est aussi une question spirituelle. Une spiritualité qui irradie le Bénin et qui nous permet de pouvoir tenir. Notre expérience aussi par le passé, nous avons eu plein de coups d'État au Bénin. Nous en avons eu 7, je crois. Mais je crois que le Niger est à 6. Le Burkina Faso aussi est à 6 coups d'État. Ça veut dire qu'au niveau des expériences et des coups qui peuvent nous paralyser par rapport au coup d'État, nous en avons reçu. Et nous avons même résisté à des mercenaires. Ça veut dire que nous appartenons quand même au pays de Béhanzin, un pays où nous avons des résistants. Et cela, c'est quelque chose, c'est une sève qui continue de nourrir notre façon d'être. Et nous allons pouvoir trouver la solution lumineuse pour dompter le terrorisme. J'en suis sûr, parce que on n'a pas reculé. Et lorsque nous connaissons des frappes terroristes, nous restons toujours sereins. Et cette sérénité-là, ça trouble aussi la sérénité. Et donc, cette sérénité, nous allons l'accompagner de diplomatie,
pour pouvoir y arriver. Et aujourd'hui au Bénin, ce qui est aussi intéressant, c'est que nous nous appuyons sur la diplomatie culturelle et artistique. Et cette diplomatie, nous retrouvons ça au niveau des peuples. Nous avons vu qu'il y a eu un concert à Parakou entre des artistes nigériens et des artistes béninois. C'est déjà une diplomatie culturelle qui peut porter la diplomatie politique. Et ça, nous devons perpétuer cela, organiser des matchs de football, organiser des festivals à Malanville, par exemple, organiser des festivals à Parakou, à Natitengu, pour le Burkina Faso, avec des Burkinabés. Et cela peut montrer véritablement à nos dirigeants que les peuples veulent retrouver la fraternité qu'on est contraint de perdre à cause de ces paroles qui nous brisent de tous côtés. Voilà, vous avez parlé de diplomatie pour sortir de cette crise. On a vu les anciens présidents qui ont mené une démarche en proposant à ce que les Nigériens viennent scanner le Bénin pour voir s'il y a réellement des bases au Bénin. Est-ce qu'aujourd'hui, la CEDEAO ou bien l'Union africaine ne peut pas œuvrer aussi pour que le Niger puisse comprendre et savoir ramener la balle à terre, parce que le Bénin avance comme ça la fermeture de cette frontière, Monsieur Makoko? Non, vous savez, la particularité des régimes militaires, c'est l'enfermement. Hein. C'est l'enfermement. Parce que s'ils souhaitent s'ouvrir, ils vont s'ouvrir pour aller jusqu'où? Vers des pays qui sont démocratiques, qui ont des valeurs. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Mais la prise du pouvoir par les armes, je pense que l'AES, même en son sein, c'est que c'est une chose mauvaise. Parce que la législation a été corsée. La punition contre ceux qui vont faire des coups d'État au Burkina. Mais si vous avez fait coup d'État pour venir au pouvoir et vous pensez que non, la démocratie n'est pas utile, pourquoi vous venez maintenant doubler pratiquement la peine, d'accord, contre celui qui va faire des coups d'État à l'avenir? C'est parce que ils savent pertinemment que ce n'est pas un mode, ce n'est pas un mode lucide d'accession au pouvoir. Mais ce que je pourrais dire par rapport aux chances qui nous restent, la médiation de la CEDEAO, la médiation de l'Union africaine, faudra-t-il encore que ces différentes juntes au pouvoir acceptent s'ouvrir? Puisque les chefs d'État, le président Soglo, le président Boniaï, ils ont été à Niamey. Ils ont proposé que, d'accord, une délégation d'experts du Niger puisse venir explorer le territoire du Bénin, notamment au nord. Et on se souvient que le général Abdelrahmane Tiani a fait une sortie médiatique il n'y a pas longtemps pour donner des coordonnées GPS. Un peu comme pour donner la localisation géographique des terroristes. Mais quand les gens ont décidé de mettre cela en application, on a constaté que ces coordonnées ne se retrouvent même pas au Bénin. C'est déjà de l'enfantillage. C'est ça qui montre que c'est de la communication politique. Et c'est comme s'ils ont intérêt à ce que la crise perdure. Moi, j'ai comme l'impression que le Niger, c'est comme s'ils ont intérêt à ce que la crise perdure. C'est comme s'ils reçoivent de dividendes financiers, de dividendes politiques à raviver cette crise avec le Bénin. Je ne sais pas. C'est vrai que le port de Cotonou a des concurrents dans la sous-région. Il y a le port de Lomé, qui, bon, le président togolais qui a été désigné comme médiateur, ou quand même celui qui est le plus proche des États de l'AES au niveau de la CEDEAO, au moins dans notre sous-région. Mais on constate quand même qu'il y a des concurrents. Peut-être que c'est des pactes avec le Togo et le Niger. Ça permet quand même au port de Lomé de bien se tenir. Donc tout cela est possible. Nous ne sommes pas en train d'affirmer, on est en train de poser des hypothèses. Ce sont des hypothèses d'école. Donc ce qu'on suggère, c'est quoi? C'est que ces vis-à-vis, ces pays frères, leur gouvernement puisse ramener la balle à terre. Mais vous n'allez pas croire quand même que si dans des intérêts personnels à tirer de la crise, qui vont faire profil bas, je ne suis pas sûr. Maintenant, quelle est la légitimité que la CEDEAO a aujourd'hui auprès de ces États-là pour jouer à une médiation? Quelle est la légitimité de l'Union africaine auprès de ces États-là pour assurer la médiation? Je pense que ce sont des voies envisageables, mais suffisamment hypothétiques à cause de la dynamique d'autarcie de ces régimes militaires-là. Mais l'espoir est toujours permis. L'espoir est permis. Le Bénin continue dans sa résilience. Et mon vis-à-vis a évoqué quand même les déterminants sociologiques de cette résilience. Nous sommes au Bénin et nous savons très bien que c'est vrai, c'est vrai. Et en réalité,
qu'est-ce qu'on commerçait avec le Niger? L'Orient. Il y a l'Orient, et les Nigériens aussi viennent ici. Ça fait un peu mal parce que on voit que le prix de mouton, etc. Bon, c'est vrai. C'est pour dire simplement que les deux pays, chaque pays a quelque chose à gagner au niveau de l'autre pays. Maintenant, pour le bonheur des peuples, des peuples africains. Parce que vous ne pouvez pas être panafricaniste et aller dans l'enfermement. Le discours panafricaniste n'est pas associable avec cette politique d'autarcie. Ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, quand comment on appelle la mission française qu'on appelle Barkhane et comment on appelle Takuba, ces missions ont été renvoyées, le contingent de l'armée française qui a été renvoyé du Mali. Mais le Bénin était là, le Bénin a croisé les bras. Le Burkina a refusé de les accueillir. Mais c'est le Niger. Et les grands décideurs de l'armée, c'est également le général Tiani, qui était le directeur de la garde républicaine, qui a pesé de tout son poids en ce moment aux côtés du chef d'État et major général de l'armée nigérienne. Et ils ont décidé à ce que ceux qui ont été renvoyés par leur actuel frère, donc le Mali est devenu le frère du Niger avec l'avènement du président Tiani au pouvoir. Ce n'est pas sérieux. Ce sont eux qui ont accepté à héberger des bases militaires étrangères chez eux. Le Bénin n'avait pas dit quelque chose parce que le Bénin sait que le Niger, en tant qu'État souverain, peut faire ses choix. Et ils ont accepté domestiquer les gens et après, maintenant, ils sont en train de crier aux voleurs. Je pense que ce narratif est en train d'être périmé. Il faut vraiment qu'ils nous expliquent les réalités au peuple nigérien pour leur dire, bon, nous sommes venus, on pensait régler ça avec un coup de magie, mais on n'a pas pu, prenez patience. Donc, ils n'ont qu'à appeler la patience. Le président Patrice Talon a parlé de serrer les ceintures au Bénin. Et les Béninois ça n'a pas été facile. Je pense même que ce n'est toujours pas facile. Mais quand on voit la dynamique en face, ça va. On se dit, bon, c'est vrai, on a serré les ceintures, mais on peut être fier de quelque chose. Ouais. C'était comme ça au Ghana. On voit ceux qui cilaient les chaussures. On voyait beaucoup de shoemakers qu'on appelle habituellement les shoemakers. Ils s'étaient pleins au Bénin. Parce que au Ghana, en ce moment, il y avait des politiques fortes, des bases du développement qui étaient en train d'être installées. C'était pas facile pour la population, ils se sont dispersés. Mais quand ça a commencé par porter les fruits, ils sont repartis. On ne voit plus de shoemakers au Bénin qui soient ghanéens, etc. Ouais, ils sont nigériens aujourd'hui. Ils sont nigériens. Donc, je pense quand même que c'est indispensable que nous puissions quand même aller la main dans la main si on veut vraiment en finir avec le terrorisme, à moins que ces États-là ont intérêt. Parce que ces régimes ne peuvent pas survivre. Si aujourd'hui, le général Tiani finit avec le terrorisme, il n'a plus de raison d'être. Si Traoré finit avec le terrorisme au Burkina, il n'a plus de raison d'être. Si Goïta finit avec le terrorisme au Mali, il n'a plus de raison d'être. Peut-être que c'est à cause de ceux-là qui ne veulent pas aller dans les solutions conjointes pour aller à bout du terrorisme, pour ne pas disparaître. Donc, je pense en réalité que, peu importe les hypothèses, il est quand même normal qu'en tant qu'Africain, on se donne la main face aux dangers communs. Voilà, il faut se donner la main face aux dangers communs. Les autres ne sont pas encore dans cette dynamique. Monsieur Agnero, le Bénin avance et à voir le visage du Bénin depuis 9 ans, nous avançons. Et la frontière ne nous empêche pas d'évoluer. Est-ce qu'il faut toujours continuer dans ce sens? Oui, le souhait reste permanent et nous souhaitons que cette frontière puisse fondre et que nous puissions repartir sur de nouvelles bases. Et le Bénin est en train de faire des exploits. C'est la transfiguration au Bénin. J'aime souvent le dire. Le Bénin se relève, s'élève et se révèle. Et donc, il y a quelque chose de merveilleux qui est en train d'être fait au Bénin. Et le porte-parole du gouvernement avait dit que pour bâtir haut, il faut creuser profond. Et le Bénin est en train de creuser profond. Nous consentons des sacrifices énormes pour que notre pays puisse rayonner. Alors, nous travaillons à cela et c'est cela qui fait aussi que le président Patrice Talon est serein. Et il a même proposé quelque chose de merveilleux et de magique. Et c'est cette situation qui fait que sa proposition n'est pas mise en branle. Il a demandé que nous créions un fonds de sécurité afin que nous puissions financer nous-mêmes notre lutte contre le terrorisme. Il a proposé ça depuis 2018, je pense. Si nous nous étions attelés à mettre en place ce fonds de sécurité, je pense que nous aurions des moyens endogènes. Et c'est cela que nous devons viser, des moyens propres pour pouvoir vaincre le terrorisme. Parce que c'est la main qui donne, qui ordonne. Et aujourd'hui, si nous devons rester suspendus au biberon occidental,
nous n'allons jamais trouver des solutions par rapport à nos problèmes. Nous savons que le Bénin offre des solutions idoines pour que nous puissions sortir de cette situation abracadabrante, mais nous n'avons pas encore les mécanismes qu'il faut à cause du durcissement des positions, à cause du gel des positions. Nous n'avons pas encore tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Mais nous restons très optimistes et nous savons que avec la contribution des populations, avec le ras-le-bol, parce que les transporteurs nigériens n'en peuvent plus, il y a des morts sur le trajet entre le Togo et le Niger et tout, alors passant par le Burkina, alors il y a des morts et il y a toujours des invectives. Et Tiani, nous voudrions que Tiani écoute ces invectives et que le couloir entre Niamey et Cotonou soit ouvert pour le bonheur des populations. On dirige pour cela. L'optimisme est béninois et vivement que Tiani commence par comprendre que son disque est rayé. Voilà, nous allons marquer une pause avant de passer au second sujet. Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Nous sommes de retour pour aborder le second sujet qui a trait à la suspension de délivrance des visas aux étrangers par le département américain. Une décision qui affecte l'avenir de plusieurs étudiants africains et étrangers puisqu'ils ne pourront plus aller poursuivre leurs études pour ceux qui sont déjà là-bas ou bien pour ceux qui voudraient y aller. En quoi aujourd'hui cette décision affecte l'avenir des Africains? Bon, vous savez, à titre personnel, hein, c'est un peu comme le prolongement de ce qu'on a abordé tout à l'heure. Si les Nigériens ferment leurs frontières avec les Béninois, ne reprochez pas aux Américains de fermer leurs frontières avec les Africains. C'est une question de logique. C'est une question de logique. C'est vrai, l'Occident, on n'en veut pas, ou l'Occident, on n'en veut plus, mais nous savons quand même qu'il y a des choses que nous avons à apprendre en Occident. C'est pour dire qu'il n'y a aucun peuple qui soit autosuffisant. Il faut s'ouvrir. Et autant il est important pour le Niger de s'ouvrir avec le Bénin, le Burkina Faso et les autres États, autant il est souhaitable que les États-Unis puissent laisser le reste du monde aller, parce que nous aussi, nous laissons les États-Unis venir ici. Déjà, les États-Unis ont établi un système de visa, mais pour venir au Bénin, est-ce que les Américains, on les oblige à avoir d'abord des visas? C'est pas aussi corsé comme pour les Américains. C'est pas aussi corsé. Donc, il y a déjà une rupture d'égalité, déjà à ce niveau qu'il faut corriger. Ce qui est sûr, c'est que le président Trump a une politique. Il a une politique, c'est l'Amérique d'abord, ce sont les Américains d'abord, on ne peut pas le reprocher cela. Tout ce qu'on peut faire, c'est que les jours à venir puissent donner lieu à des dégels pour que quand même la circulation de choses là, des intellectuels, la circulation de l'intelligentsia puisse être une réalité. C'est un grand coup pour les Africains notamment, pour ceux qui ont l'habitude d'aller à Harvard parce que c'est une grande école, mais c'est également une occasion pour les États africains pour quand même aller vers la créativité, pour avoir, pourquoi pas, l'Harvard du Bénin, l'Harvard du Niger, l'Harvard du Burkina, l'Harvard du Tchad. C'est aussi une occasion de réflexion. Voilà, et justement, c'est cette question que je voudrais poser à M. Agnoro. Quelle opportunité cela offre aujourd'hui aux Africains, aux pays africains, aux gouvernants, je dirais? Oui, face à cette, les gouvernants doivent prendre davantage leurs responsabilités par rapport aux universités qui existent. Il faudrait financer la recherche et donner plus de force à nos universités. Et ça nous permet aussi de nous développer parce que les découvertes qui sont faites dans les universités sont utilisées sur le plan social. Mais je vais dire qu'il y a un bras de fer aujourd'hui entre le président de l'université Harvard et le gouvernement, Alan Garber, est en train de montrer que la décision du gouvernement est une décision ubuesque, une décision incompréhensible. Et je pense qu'il y a beaucoup de travaux qui sont faits lorsque le président prend une décision aux États-Unis. Non, ça ne passe pas toujours. Il y a souvent des oppositions. Ils ont un mécanisme au niveau de leur démocratie qui permet d'engager des bras de fer. Peut-être que cette décision pourrait être revue. Et aujourd'hui, avec le numérique, la digitalisation, bon, on peut toujours trouver des éléments de nos recherches en étant sur Internet. Et cela ne doit pas nous confier à la fatalité cette décision qui a été prise.
Mais c'est vrai que c'est dur puisqu'il y a près de 56 780 étudiants qui sont en mobilité de l'Afrique subsaharienne vers les États-Unis. Et il y a 25 820 environ en master et 21 083 au premier cycle de l'université. Alors, tout ça, c'est de l'argent que nous apportons aux Américains. Et près de 790 millions de dollars que nous apportons quand nous allons au niveau des universités américaines. Alors, voilà, c'est quand même un handicap et nous espérons qu'il y aura un dégel comme mon vis-à-vis l'a dit, comme Makoko l'a dit. Nous espérons qu'il y aura un dégel afin que l'autarcie soit un enracinement qui ne brise pas l'ouverture. Senghor l'a dit, enraciné ouvert. Nous voulons donc que les Américains soient enracinés, qu'on dise America, America, mais qu'on dise aussi monde, qu'on dise international aux États-Unis. Quel curricula pour faire face à cette suspension pour que les Africains puissent aller de l'avant? Bon, aujourd'hui, l'opinion pense toujours que la formation en Afrique, ce n'est pas encore ça. Donc, je dis que c'est une crise, c'est un événement malheureux, mais ça doit être en même temps être perçu comme une opportunité pour revoir les choses de fond en comble. D'accord? Parce que la question de la recherche scientifique, est-ce que vous connaissez le budget que le gouvernement américain alloue pour la recherche scientifique à Harvard? C'est des milliards de dollars. Mais aujourd'hui, à l'université d'Abomey-Calavi, combien l'État consent? Parce que quand on veut le développement, c'est d'abord la recherche. Moi, je le dis, ce n'est pas parce qu'il y a le discours ambiant d'aujourd'hui, des fainéants et des cancres, comme, excuse le terme, qui, comment on appelle, peuplent les réseaux sociaux avec les débats selon lesquels l'école ne sert à rien, il ne sert à rien d'aller à l'école, il faut aller dans l'entrepreneuriat. Moi, je pense fondamentalement qu'il n'y a pas de développement sans la science. Il n'y a pas de développement sans l'innovation scientifique. Parce que si aujourd'hui, nous sommes admiratifs d'un pays comme la Russie, quand on voit les bombes, le Satan 2, on voit les satellites, on voit ces choses-là, ce n'est pas l'entrepreneuriat qui a amené ça, c'est la recherche scientifique. Ce sont les laboratoires qui ont travaillé, ce sont les scientifiques qui ont travaillé. Quand on voit tout ce que nous voyons, le génie chinois, la technologie, tout cela, c'est l'école qui a produit cela, c'est la recherche qui a produit cela. Donc, je voudrais quand même que les Africains puissent percevoir à travers cette situation chrysogène avec Harvard comme étant en même temps une opportunité pour réfléchir au curricula et pour réfléchir au financement de la recherche chez nous. Quel enseignement tirer de Semecity, puisqu'il parle de recherche scientifique aujourd'hui, parce que nous sommes en train d'innover avec Semecity? Oui, je pense qu'il faut doper tout ce qui est en train d'être fait à Semecity et je pense que nous avons un gouvernement visionnaire. Il y a des décisions qui nous inscrivent dans la pérennité. Et ça, c'est un grand avantage. Nous sommes dans l'anticipation au Bénin. Nous sommes dans la planification. Et c'est cela qui explique la vision. Et je pense que nous travaillons dans ce sens. Nous avons anticipé sur beaucoup de choses. Et Semecity pourrait peut-être devenir Harvard. Croyons-y. Ah ouais, le rêve est possible. Chers invités, merci. Des rêves géniaux. Ah ouais. Chers invités, merci d'avoir accepté d'échanger autour de ces deux différents sujets qui nous ont apporté des solutions et des propositions. Vivement que les gens puissent prendre cela en compte afin que, oui, à bras le corps, afin que les choses puissent aller de l'avant. L'espoir est permis, chers amis internautes. Nous terminons sur cette note. Merci de nous avoir suivis, chers amis internautes. N'oubliez pas de liker nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner afin d'être toujours connectés et informés de tout ce qui sort de BLTV. Merci et prenez le rendez-vous du prochain numéro. À bientôt.